Essayer de comprendre aussi quelle est la démarche dans la tête de Vladimir Poutine avec vous. Jean-François Boutors, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, journaliste et je le disais, vous connaissez bien le chef du Kremlin puisque vous avez écrit Poutine, la logique de la force aux éditions de l'Aube. Vous étiez aussi l'éditeur de la journaliste Anna Politkovskaya, assassinée à Moscou en 2006. Alors, on note depuis quelques jours, quelques semaines, un changement de narratif dans la bouche de Vladimir Poutine. Il faut se souvenir des mots qu'il employait en 2022, donc juste après l'invasion de l'Ukraine. À l'époque, l'ennemi, écoutez bien, c'était l'OTAN, c'était l'Amérique. Finalement, il n'était pas question des Européens, nous étions les valets des États-Unis. Écoutez. Chers collègues, vous voyez que non seulement les pays occidentaux se livrent à des actions inamicales à l'égard de notre pays dans le domaine économique, je parle des sanctions illégitimes que tout le monde connaît, mais les hauts responsables des pays membres de l'OTAN se permettent également des déclarations agressives à l'égard de notre pays. C'est pourquoi j'ordonne au ministre de la Défense et au chef de l'état-major général de faire passer les forces de dissuasion de l'armée russe en mode d'alerte maximale de combat. Voilà, déclaration de 2022. Donc, à l'époque, ce sont les hauts responsables de l'OTAN. Le problème, ce sont les Américains. Or, regardez le changement de narratif. Il n'y a pas un jour où Vladimir ne s'en prend pas directement maintenant aux Européens. Il y a quelques jours, il a déclaré « L'Europe s'est engagée dans sa propre militarisation et l'Europe s'est transformée en partie de la guerre ». Est-ce que finalement, les Européens sont devenus le nouvel ennemi de Vladimir Poutine? Et pourquoi ce changement de vocabulaire? Alors, d'abord, je voudrais faire une remarque sur la première déclaration, parce qu'il faut la juger dans son entièreté. Il annonce dans la deuxième partie de sa déclaration qu'il met les forces nucléaires sous état de préparation, ce qui n'a jamais eu lieu. Ce qui prouve qu'on a une déclaration qui est purement, si j'ose dire, déclaratoire. Du bluff. Oui, on est dans du bluff. Donc on est dans une rhétorique qui a pour but d'avoir une action politique sur les acteurs. Là, le principal acteur à ce moment-là, pour Poutine, c'est Joe Biden en face, qui a accepté de soutenir Volodymyr Zelensky, qui a répondu à Volodymyr Zelensky, qui lui donnerait des munitions et pas un taxi, pour dire court. Donc, à ce moment-là, évidemment, l'ennemi, c'est les États-Unis, et ça fait partie du narratif qui est adressé aux Russes depuis longtemps à propos de l'Ukraine, puisque depuis longtemps, Poutine explique aux Russes que s'il y a eu en 2004 le premier Maïdan, puis en 2013 et 2014 le deuxième Maïdan, c'est une manipulation américaine. Une provocation des États-Unis qui l'ont poussé à réagir. Voilà, exactement. Bon. On n'en est plus là. Aujourd'hui, effectivement, il a un président américain qui lui convient, d'une certaine manière. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet maintenant. Et il a des Européens, et pas seulement des Européens, puisque c'est aussi le Canada, c'est aussi l'Australie, c'est aussi la Turquie, qui sont en train d'essayer de voir comment remplacer le vide créé par la défection américaine. Et donc, évidemment, ceux qui sont sa cible, ce sont les Européens. Ça change. Mais au fond, il faut bien comprendre que ce qui ne change pas, c'est la longue durée des objectifs. Il faut distinguer la rhétorique et les objectifs. Alors, un mot quand même sur la rhétorique. Les objectifs, ils sont constants. On reste sur la rhétorique. Une dernière minute, que je voudrais vous faire écouter le propagandiste en chef de Vladimir Poutine, qu'on entend se répondre sur les télévisions, qui s'appelle Vladimir Soloviev, où là aussi, lui, cible directement certains pays. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Europe collective, c'est certains pays, dont la France. Écoutez. Nous devons nous préparer à une guerre avec ses alliés, au moins 3 d'entre eux, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Nous devons donc disposer de forces armées puissantes, de nouveaux systèmes d'armes, de missiles à moyenne portée et de missiles hypersoniques pour dissuader au moins un de ses alliés de basculer dans la guerre. Voilà, là, il ne s'agit plus de l'Occident, finalement. Ce sont des pays bien ciblés. Alors, pourquoi? D'abord, on a eu ce genre de déclaration il y a déjà quelques mois, quand Emmanuel Macron avait déjà lancé l'idée d'envoi de troupes au sol. Vous vous rappelez, ça avait fait une polémique pas possible. Et on a eu exactement la même mise en scène. Donc voilà. Qu'est-ce que ça vise? Ça vise nos opinions publiques, parce que pour dissuader les États d'agir, y compris d'engager
non pas le combat, mais en tout cas d'amener des troupes sur le terrain qui ferait symboliquement, qui serait une garantie de sécurité, parce que attaquer ces troupes-là, ça serait effectivement, de la part de Poutine, déclencher la guerre mondiale, eh bien, il faut décourager les opinions publiques en disant, voilà, on va cibler. Et vous rappelez-vous, on a eu combien de fois Solovyov nous montrant les missiles qui partaient de Kaliningrad et qui arrivaient à Berlin, à Paris, à Londres, etc. Donc, là encore une fois, c'est pas nouveau. On est dans un temps de la discussion et de la négociation où il s'agit de décourager les Européens de soutenir l'Ukraine, au moment où, sur tout le front, les Russes exercent de la pression. Ils n'avancent pas beaucoup, mais ils exercent de la pression. Et ils peuvent espérer obtenir de Donald Trump, si les Européens, disons les Occidentaux, sauf les États-Unis, ne sont pas au rendez-vous pour soutenir l'Ukraine, ils peuvent espérer d'obtenir de Donald Trump de tordre le bras à Zelensky pour que, notamment, il accepte de partir, puisque c'est un des enjeux, et puis que s'installe en Ukraine un régime favorable au régime de Moscou, un régime du type de celui de Loukachenko, par exemple. Mais précisément, et à ce point-là de la discussion entre Américains et Russes, entre Américains et Ukrainiens, sachant que personne ne se parle véritablement pour le moment, sinon par l'intermédiaire des Américains. On en arrive à un moment où on l'a entendu, avec cet extrait qui a été passé, des troupes françaises et britanniques, c'est précisément ce que ne veut pas voir Vladimir Poutine en Ukraine, parce qu'on est membre de l'OTAN, on est des puissances nucléaires et en plus de ça, on est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc on dispose d'un droit de veto. Monsieur Macron, il dit ce n'est pas à Moscou de décider. Quelle est votre lecture, Jean-François Boutard? Est-ce qu'in fine, c'est Moscou et donc Poutine qui imposera ses conditions et qui feront que tout ça restera lettre morte? Il y a deux choses différentes. Il y a d'une part, en droit, ça n'est effectivement pas à Moscou de décider avec qui un État indépendant qui s'appelle l'Ukraine s'allie et à qui cet État demande de l'aide. Voilà, donc y compris si un pays indépendant demande d'avoir des troupes sur son terrain, c'est pas n'importe quel autre pays n'a rien à dire. C'est la liberté démocratique de ce pays-là. C'est le droit international. La négociation est bloquée. Voilà. Alors après, Poutine, il exerce un droit de veto, si j'ose dire, par la pression. Au fond, si vous voulez, on pourrait dire la chose suivante, que pour Poutine aujourd'hui, les négociations de paix, je ne dis pas la paix parce qu'on en est tellement loin, mais les négociations de paix, c'est la poursuite de la guerre par d'autres moyens, pour inverser la formule de Clausewitz. La seule chose qu'il veut, c'est tous les moyens sont bons pour pousser l'avantage de la Russie sur le terrain en Ukraine. Et donc, effectivement, il ne peut pas accepter, bien entendu. Après, la question, c'est quelle détermination nous avons. Ce que vous nous dites, c'est qu'en réalité, Trump veut la paix, mais Poutine, lui, veut la victoire. C'est ça, en fait. Et donc, Poutine veut la victoire de l'Ukraine. Et à ce moment-là, on aboutira à la paix. Moi, je ne dirais pas... Attention. Trump veut la paix, je ne vais pas avaler je ne vais pas manger cette chose-là. Donc les armes se taisent. Trump, il a aujourd'hui, avec Vladimir Poutine, un excellent partenaire pour imposer sa propre domination sur une partie de l'Europe, l'autre étant laissée à M. Poutine. Je veux dire, c'est les meilleurs alliés du monde pour se partager l'Europe et pour exercer une pression sur l'Europe. On en a un exemple. Regardez ce qui vient de se passer avec les histoires des entreprises... françaises qui ont reçu une lettre de l'administration. C'est concomitant, c'est quand même pas un hasard. C'est-à-dire que vous, votre vision des choses, pour résumer, c'est qu'en effet, quand on le dit souvent, l'Europe n'est pas à la table, c'est qu'elle est au menu, c'est-à-dire que et les États-Unis et la Russie vont se partager l'Europe en sphère d'influence. C'est exactement ce qui est en train de se passer. À commencer par l'Ukraine. Au fond, l'Ukraine, c'est le moyen. Enfin, la guerre en Ukraine, ça a été le moyen de mettre ça en route. Mais il y a l'économie, c'est-à-dire les Américains vont récupérer tout ce qu'ils peuvent récupérer en Ukraine, d'un côté, et de l'autre, la Russie a les territoires. L'inspirateur de Poutine, Surkov, le vrai mage du Kremlin, dit bien que, au fond, l'Ukraine, c'est un État artificiel. Donc, au fond, il n'existe pas. C'est ça aussi la théorie. Les pro-russes vont revenir à la Russie, et puis il y aura un ersatz d'Ukraine que les Européens pourront éventuellement conserver au sein de leur zone d'influence. On revient à la Russie de Pierre le Grand et la Russie de Catherine II, donc qui
qui prenait une partie de l'Ukraine, l'autre partie étant à l'époque sous domination polonaise, en gros, hein, pour faire très court et un peu caricatural. C'est bien ça. Je ne mangerai pas non plus l'idée que Surkov, c'est l'inspirateur de... Surkov, ça a été l'outil de propagande. Il faut mettre les choses à leur place. Surkov, c'est l'outil de propagande de Poutine. L'histoire de Poutine, c'est une histoire qui commence... en fait, dans les appareils soviétiques, parce que c'est pas Poutine, c'est les appareils soviétiques qui ont d'abord un impératif de survie en 1983, quand Andropov arrive au pouvoir, il fait faire même un audit pour ça, il réalise que... Le chef du KGB. Le chef du KGB, il devient chef du Parti communiste, il réalise que, l'Union soviétique est en train de s'effondrer et qu'on ne peut pas la sauver en maintenant le communisme et en maintenant l'appareil du parti. Donc l'objectif, ça va être de se débarrasser de l'appareil du parti, de faire des réformes et de trouver d'autres moyens de puissance. Les moyens de puissance, et Andropov le pense clairement, ça va être de faire de la Russie, enfin de l'Union soviétique, un pays capitaliste sauvage. Et l'homme qui est choisi pour ça par Andropov, qui sait qu'il ne va pas durer longtemps, c'est Gorbatchev. Gorbatchev mène ça de manière soft, avec la stratégie de la maison commune, mais en même temps, Gorbatchev, il organise la sortie, c'est sous Gorbatchev que s'organise la sortie de tous les fonds du Parti communiste, qui va se retrouver avec pas un rond au moment du putsch, tout ça pour soutenir les forces du KGB à l'étranger, parce qu'ils veulent absolument garantir ça. Et pour organiser le nouveau pouvoir, et il y a une partie de cet appareil-là qui bascule. Il y a un très très bon exemple de ça, c'est quelqu'un que vous connaissez parfaitement, c'est M. Fedorovski. Il a servi Brejnev à partir de 72, et puis après il devient un démocrate entre guillemets. Il y en a un autre qui devient un démocrate entre guillemets, qui est un ami de Gorbatchev, c'est M. Sobchak. C'est Sobchak qui va installer Vladimir Poutine, agent du KGB, qui est à Dresde. Oui, en Allemagne de l'Est. En Allemagne de l'Est. Dresde, c'est une plateforme de blanchiment de l'argent du parti. Voilà. Il l'amène à Saint-Pétersbourg, et c'est à Saint-Pétersbourg que s'organise le noyau du pouvoir actuel. Voilà. Donc on est sur une chose de très long terme, où il s'agit d'assurer la puissance de Moscou. Alors la puissance de Moscou, mais quel rôle va-t-on jouer justement les Européens ? Parce que vous dites qu'il faut absolument soutenir l'Ukraine. On entend bien dans votre discours que c'est presque existentiel pour l'Europe. En revanche, d'autres voix européennes s'expriment, notamment le Hongrois Viktor Orban, qui pense bien qu'il ne faut pas prendre la mauvaise décision. Écoutez. Nous assistons à une grande fissure transatlantique. L'Amérique est du côté de la paix. Elle négocie pour parvenir à un cessez-le-feu et à la paix, tandis que les pays européens plaident pour la poursuite de la guerre et y travaillent. À mon avis, nous ne devrions rien faire d'autre que de soutenir de toutes nos forces les efforts américains pour la paix et ne pas planifier et mettre en œuvre une stratégie de guerre contre la volonté de l'Amérique. C'est ce que font la plupart des pays européens. Il sous-entend donc que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ce sont des va-t-en-guerre, Jean-François Boutors. Mais il le dit depuis longtemps, puisqu'il était contre les sanctions aussi. Et lui, en fait, il est pour avoir le soutien des États-Unis maintenant, puisqu'il est de plus en plus en délicatesse avec les Européens. Et notamment, il a besoin... L'argent des subventions européennes risque de lui être coupé. Et donc, il cherche un autre appui. Et puis, la logique de son pouvoir, c'est une démocratie libérale, c'est-à-dire exactement ce que voudrait installer... Une démocratie illibérale. Enfin, donc, c'est plus une démocratie, mais c'est un espèce pouvoir autoritaire. C'est un pouvoir autoritaire, une espèce de féodalisme mou, pardon, excusez-moi. Et c'est le prototype des régimes que Vladimir Poutine voudrait voir s'installer en Europe occidentale. Donc, juste un mot, on agite toujours la menace de dire non, les chars russes ne vont pas arriver à Paris. Bien entendu qu'ils ne vont pas arriver à Paris, parce que ce n'est pas nécessaire. Si vous installez des régimes à la Viktor Orban, à Paris, à Berlin, et à Londres, parce qu'on a failli avoir ça avec Nigel Farage. Ou en Allemagne, on pourrait avoir ça avec l'AfD, et on pourrait avoir ça avec l'extrême droite chez nous. Et donc, vous comparez les deux. Vous comparez les deux. Vous faites la même comparaison. Entre Marine Le Pen et Nigel Farage. Vous pensez que ce sont les deux mêmes extrêmes droites ? Ils poursuivent les mêmes buts. Ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas les mêmes discours, parce que d'un point de vue tactique, ils n'utilisent pas les mêmes outils, mais
ils poursuivent les mêmes Sur buts. justement l'invasion de l'Ukraine, Marine Le Pen n'a pas montré une différence justement en soutenant les frontières, le droit des frontières de ce pays. Écoutez, dès qu'elle a pu dire qu'il fallait alléger les sanctions, elle l'a dit. Elle nous a expliqué avant la guerre qu'il n'y avait aucun risque de guerre et que c'est pas la seule à s'être trompée après. Malheureusement, c'est pas la seule à s'être trompée malheureusement. Je suis payé pour savoir que c'est pas la seule à s'être trompée parce qu'il y en a beaucoup qui se sont trompés alors qu'on était quelques-uns à expliquer depuis très longtemps que ça allait se passer. Mais c'est pas une question de s'être trompée chez Marine Le Pen. C'est que c'est une question d'alliance. Elle partage, comment dire, des vues politiques avec M. Poutine. C'est même pas qu'elle est soumise matériellement, c'est plus une affaire de près, c'est que les objectifs d'une société dominée par un petit groupe qui peut s'approprier l'État et qui, sous couvert de défense des valeurs conservatrices. Mais vous verrez, je suis désolé, vous verrez quand Marine Le Pen sera au pouvoir, si jamais elle y arrive, à Dieu ne plaise. Effectivement, avec tous les arguments, comprenez que la comparaison actuelle, même si on peut y voir des similitudes, on va dire inquiétantes, l'idée que tout d'un coup en France puisse arriver quelqu'un avec le même objectif que Poutine est encore aujourd'hui, et je prends le point de me tromper naturellement, est compliqué à entendre aujourd'hui. C'est compliqué à entendre, mais si vous ne le pensez pas, ça va arriver. Mais en même temps, Jean-François Boutin... Non, mais je voudrais dire une chose. On ne peut pas... Et c'est le problème de l'exercice qu'on est en train de faire quand on fait de l'information au jour le jour, et on a raison de le faire, c'est qu'on regarde les choses à court terme. Moi, mon job... Moi, je me suis intéressé à l'Union soviétique depuis les années 70. Et j'ai vu comment ça évoluait. Donc je sais qu'il faut réfléchir à long terme pour voir ce qui se vient. Il faut faire un peu de prospective. Et si vous ne la faites pas, vous vous ferez rouler dans la farine par des gens qui travaillent à ça depuis longtemps. Arlette Chabot, très rapidement. J'ai pas envie de me faire rouler dans la farine. Non. Par exemple, petite différence quand même entre les droites extrêmes, et c'est compliqué à gérer pour eux. C'est par exemple Giorgia Meloni qui a toujours soutenu l'Ukraine à fond, et aujourd'hui il se trouve dans une situation très embarrassante. Oui, elle a toujours soutenu l'Ukraine à fond, mais aujourd'hui d'une part elle a besoin des États-Unis parce que il y a une longue alliance et histoire. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire politiquement, Giorgia Meloni? Elle est en train d'essayer de transformer en profondeur l'État italien pour rester au pouvoir. C'est autre chose, mais non, c'est pas autre chose. Et la Russie. Mais non, c'est pas autre chose parce que l'objectif... C'est la logique de la force. L'objectif de M. Poutine, c'est d'installer ce type de régime. C'est la logique de la force. Et effectivement, pour en savoir plus... Ils veulent arriver au pouvoir. Il faut lire votre livre, Poutine, la logique de la force, aux éditions de l'Aube. Merci infiniment, Jean-François Boutens, d'avoir été notre invité à suivre.